Dans la peau d'un chercheur, un podcast de l'Université de Picardie Jules Verne. Notre invité du jour est Marco Damiani Pomajo, conseiller principal d'éducation et doctorant en sciences de l'éducation et de la formation. Bonjour Marco. Bonjour Maria. Merci d'être parmi nous aujourd'hui et de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de notre podcast. Pour commencer, je vais te laisser te présenter et nous parler de ta thèse. Donc bonjour, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, je suis conseiller principal d'éducation en lycée agricole public et en parallèle, j'ai un deuxième métier qui est celui de doctorant en sciences de l'éducation et de la formation. Et plus particulièrement, j'ai choisi l'approche clinique d'orientation psychanalytique, ce qui est un courant en sciences de l'éducation qui vise à prendre les apports de la psychanalyse dans le champ de l'éducation et de la formation et de voir justement d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue de l'observation ce qui en découle en fait, quel phénomène on peut observer. Et donc moi ma thèse, je l'ai commencée donc en 2021, en décembre 2021. Je suis parti d'une question assez simple qui était celle de Michel Foucault sur les hétérotopies, c'est-à-dire les espaces autres. Et en fait, au bout de 6-8 mois, j'ai fait un peu marche arrière en me disant mais avant de m'intéresser aux espaces autres, il faut d'abord que je m'intéresse aux espaces tout court. Et donc, j'ai complètement réorienté mon sujet de thèse en me demandant plutôt comment était vécu, de quelle manière était vécue l'adolescence dans les lycées agricoles. Ça a d'abord été les lycées tout court, puis au fur et à mesure, ça a été les lycées agricoles publics. Et donc là, le titre provisoire de ma thèse, c'est la subjectivation de l'adolescence par le lieu dans les espaces scolaires agricoles. D'accord, très bien. Donc, tu es CPE et doctorant à la fois. Donc, c'est une thèse que tu mènes un peu à mi-temps, je dirais. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais... Oui, si, complètement, puisque j'ai le droit à 6 ans, étant donné que je travaille, je suis non financé, donc okay. Voilà. D'accord. Et donc, en termes d'habitude de travail, comment tu t'organises au quotidien ? Alors, déjà, préalablement, il faut savoir que je ne suis pas que CPE doctorant, parce que je suis aussi engagé dans d'autres associations, notamment je suis DDEN et président des DDEN, qui sont les délégués départementaux de l'éducation nationale. On est donc des bénévoles qui inspectons des écoles, donc ça me prend aussi pas mal de temps. Et donc, alors, mes habitudes de travail, la première, c'est de travailler les week-ends, de travailler durant les vacances scolaires. J'essaie toujours de me réserver quand même quelques temps. Par exemple, on a prévu avec ma conjointe de pas travailler, parce que je ne travaille pas le lundi soir, parce que c'est le début de semaine, le vendredi soir, ça nous est réservé. Elle me prévient quand même assez en amont des week-ends de famille, des trucs comme ça à faire. Mais on va dire que ma principale habitude de travail, c'est de travailler de nuit, en fait. Ça a commencé très tôt dans mon parcours de vie, parce que pour moi, la nuit, c'est un peu un rapport particulier. Dans le sens où j'ai toujours été un élève à peu près moyen à l'école mais je m'emmerdais profondément en fait. J'adorais l'école, j'adorais les professeurs, mais faut savoir qu'en primaire par exemple, je voulais fuguer, je m'amusais à partir en fait, parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et moi la nuit, ça a été un peu le seul espace où j'ai pu observer la manière dont je pouvais réfléchir, avoir cette liberté de transgresser, de réfléchir, de revenir, etc. Et donc voilà, la nuit, c'est vraiment un moment important pour moi, pour mon travail de thèse actuellement. Après, j'ai d'autres habitudes de travail. J'adore lire, par exemple, j'adore la poésie. Une poésie assez engagée, Paul Éluard, les poètes de la négritude, René Char, etc. Donc, faut savoir que y a des moments, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de travailler, donc je vais simplement lire un peu de poésie, lire des livres en lien avec ma thèse, prendre des notes, et puis je reviens la nuit, où là la nuit par contre j'écris, je reviens sur mes textes, j'écris sur mon grand tableau blanc, etc. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce parcours-là, celui de la thèse ? À quel moment tu t'es dit je me lance là-dedans ? Je sais pas trop, c'est un peu une question qui revient systématiquement dans
quand j'en discute avec mon entourage et ma direction de thèse, je pense que d'abord ça a été un soutien de ma mère qui, travaillant à l'université de Picardie Jules Verne, déjà m'avait assez vite baigné dans le milieu universitaire, intellectuel, de la réflexion. Et donc je me suis toujours dit oui, la thèse, pourquoi pas aller plus loin. Et puis après, je pense que ça a aussi été en termes d'expérience personnelle, dans le sens où j'ai vraiment commencé à prendre mon pied intellectuellement quand master 2 et véritablement là en thèse, quoi. Donc il y a eu d'autres moments dans mon parcours scolaire où il y a eu des professeurs, des matières que j'ai particulièrement appréciées, que j'ai particulièrement aimées, mais j'ai vraiment eu cette jouissance intellectuelle du véritablement plaisir à chercher, à utiliser ma tête, que lorsque j'étais en thèse, en fait, au moment de la recherche. Donc, en fait, ça s'est fait un peu en allant, même si des fois j'ai un peu des digressions où je me demande pourquoi je fais une thèse et pourquoi je me suis lancé maintenant dans ce truc, mais voilà. Ok, très bien. Donc, ça te fait beaucoup de missions au quotidien, comme tu nous l'as expliqué précédemment. Ceci dit, tes ambitions ne s'arrêtent pas là, puisque tu vas prendre part à certains concours, si j'ai bien suivi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est pour cette année? Est-ce que c'est pour plus tard? Comment tu prévois de prendre part à ces choses-là? C'est vrai que dans le cadre de la thèse, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Là, par exemple, cette année, je me suis inscrit au festival Pint of Science, que j'avais déjà essayé de faire l'année dernière, mais faute de temps, parce que je suis CPE, j'ai pas été très mal préparé. Donc cette année, voilà, j'ai vraiment décidé de prendre le temps. Il y a d'autres concours, comme par exemple ma thèse en 180 secondes que j'aimerais bien faire. Il y a des différents prix qui sont organisés ici ou là, pourquoi pas. C'est d'autant plus intéressant pour moi que je m'aperçois que les sciences de l'éducation et notamment l'approche clinique d'orientation psychanalytique sont très peu présentes dans ces manifestations scientifiques. Et en plus de cela, moi j'ai un vrai souci pédagogique, éducatif de rendre accessible la recherche en fait. Surtout en ce moment, à l'heure des fake news, des Instagrammeurs et je sais pas trop quoi encore, où on a une foultitude de chercheurs et de doctorants et on ne s'appuie absolument pas dessus en France. Donc c'est à nous, les sciences humaines, d'aller aussi faire ce pas vers la société, d'être le plus accessible possible, d'être le plus simple possible. Ça veut pas dire désubstantialiser ni dénaturer le propos, mais voilà, c'est essayer de faire ce travail de pédagogie, de compréhension, d'accessibilité vers le public, de leur dire, voilà, c'est peut-être des mots compliqués, mais au quotidien, en fait, c'est concret, c'est ce que vous vivez concrètement. Donc voilà, il y a plusieurs échéances que je me suis fixées. Je m'en fous un peu de les gagner ou pas. Enfin, franchement, c'est pas mon truc, c'est vrai. J'ai un goût de la compétition pour essayer de me dépasser, en fait. Pas pour essayer de gagner, mais pour essayer de me dépasser en me disant, OK, là, t'as atteint un certain public. Prochaine échéance, faut que t'atteignes un public encore plus large, quoi. Faut que tu te fasses toujours mieux. Donc, pour revenir un petit peu sur le sujet de ta thèse, c'est donc en lien avec les adolescents. Tout à fait. C'est donc en lien avec le public que tu côtoies au quotidien. Tout à fait. Donc, j'imagine que la réponse sera oui, mais je vais quand même poser ma question. Est-ce que le fait d'être avec ce public-là au quotidien, ça t'apporte quelque chose dans tes recherches? Bien sûr que oui, mais voilà, concrètement, en quoi ça t'aide à avancer sur tes recherches? Comment tu te sers de tout ça pour progresser? En fait, les deux s'alimentent parce que dès que j'ai terminé mon master CPE, j'ai tout de suite enchaîné sur la thèse en fait. Donc très vite, les deux ont alimenté les deux se sont alimentés dans le sens où le terrain me fournit ce qu'on appelle des vignettes cliniques, des situations à rapporter, et en même temps, la recherche me permet à la fois d'avoir un réseau, de la réflexion, de prendre du recul. Donc les deux se sont toujours alimentés. Je trouve que la particularité
particularité en fait des lycées agricoles en France, déjà, c'est que c'est absolument pas abordé dans le champ de la recherche, ou alors quand ça l'est, c'est du côté on va dire des sciences dures et pas trop des sciences humaines. En clinique, il me semble qu'il n'y a personne qui se soit véritablement intéressé à l'adolescence en lycée agricole. En tout cas, je n'ai pas trouvé de travaux. Et en fait, la particularité des lycées agricoles, c'est que c'est pas seulement des lycées. En France, l'enseignement agricole, dans un même endroit, vous avez des élèves qui vont de la 4e jusque parfois à la licence. À cela se mêlent des étudiants, donc des adultes qui sont en reconversion, des adultes qui sont en développement de compétences. Donc voilà, c'est vraiment des espèces de villes dans la ville, les lycées agricoles, puisque vous avez toujours un internat, vous avez un site d'exploitation qui est assez conséquent, de plusieurs, voire même plusieurs centaines d'hectares. Donc il y a des va-et-vient dans tous les sens, de différents publics, de différents âges. Et nous, en tant que CPE, on est obligé de gérer toutes ces populations-là, en fait. Et à la différence d'un lycée éducation nationale, qui est un autre ministère, qui lui va vraiment des 14-15 ans jusqu'aux 18 ans. Parfois, vous avez des adultes, et parfois que des étudiants, mais je trouve, c'est pas du tout la même complexité de public, et aussi en termes d'espace, pour en revenir plus précisément au sujet de ma thèse, les lycées agricoles, c'est 15, 20 hectares, quand vous en avez pas, par exemple, 170, 200, avec les champs d'exploitation derrière, quoi. Donc, parfois plusieurs sites dans le même département, parfois ça s'enchevêtre sur plusieurs départements, enfin voilà. Il y a vraiment une méconnaissance assez fondamentale des lycées agricoles publics en France, et l'adolescence, la manière dont est vécue l'adolescence dans ces publics-là, je trouve qu'elle est assez intéressante, puisque en tant que CPE, je m'aperçois que elle se fait d'une autre manière que dans l'éducation nationale. Par exemple, en fait, les lycées agricoles sont un peu les parents pauvres, je trouve, du système éducatif français en général. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas dans les filières élitistes sont renvoyés dans les filières professionnelles de l'éducation nationale, et ceux qui n'arrivent pas à trouver leur place dans les filières professionnelles de l'éducation nationale sont envoyés en lycée agricole, en fait. Et cela donc dès la 4e. Donc voilà, on va pas reprendre tout le système inégalitaire du système éducatif français, mais on se retrouve souvent avec des élèves qui ont des parcours non linéaires, qui ont des parcours de vie très compliqués, qui sont confrontés à la société, à un système éducatif qui ne veut pas d'eux, qui ne trouvent pas leur place, où ils n'arrivent pas à trouver d'ancrage particulier, qui parfois sont seuls, pas voir même parents. Enfin voilà, on a des publics qui sont très très compliqués, et donc moi ce qui m'intéresse justement, c'est comment est-ce ils se développent, comment est-ce qu'ils peuvent développer leur manière de vivre, comment est-ce qu'ils peuvent grandir en fait dans ces espaces-là. D'accord. Et c'est donc toi qui as choisi le milieu agricole suite à ton master? Enfin, je veux dire, est-ce que tu avais le choix entre le milieu agricole et l'éducation nationale classique? Alors, j'étais au départ à l'éducation nationale et je suis parti dans l'enseignement agricole public. Donc, en fait, mon choix de public s'est réorienté au gré de mes questions de recherche. J'étais vraiment parti sur Michel Foucault, les espaces hauts dans les lycées éducation nationale, et en fait, au fur et à mesure de retravailler la question des espaces simples, en fait, des lieux dans les espaces scolaires agricoles, je me suis vraiment détaché pour aller vers les adolescents des lycées agricoles. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait des découvertes au cours de tes recherches, et est-ce que tu aimerais les partager avec nous? Tout à fait. Alors, mon choix méthodologique a été la méthode visuelle participative, c'est-à-dire de combiner à la fois ce qu'on appelle un dessin de carte. Donc, en fait, je demande aux adolescents, je leur fournis un support de carte, un plan du lycée, et à chaque séance, on se voit 5 fois dans l'année, à chaque séance, je change ce fond de carte, et eux dessinent sur un calque. Et donc, ils vont dessiner à la fois leur trajet, leur tracé, pour eux, les trajets des adultes, etc. Et à l'issue de ce dessin de carte d'une demi-heure, on fait ce qu'on appelle une conversation clinique d'à peu près 45 minutes en groupe. Donc, il y a des notes, il y a des enregistrements, il y a les dessins de cartes qui me permettent d'être observés. Et donc, la particularité de la méthode visuelle participative, c'est à la fois de permettre une élucidation de la parole adolescente, et en même temps, cette parole va permettre d'observer les impensés cartographiques.
C'est vraiment une méthode qui est intéressante puisque là, actuellement, j'ai pu superposer les calques, par exemple, au sein d'une même séance. Donc, les adolescents sont entre 8 et 10 par groupe. Donc, j'ai pu superposer les calques et je me suis aperçu que ce qu'ils me disaient n'était pas ce que je retrouvais dans les dessins, en tout cas pas totalement. C'était extrêmement complémentaire. Et par exemple, ça m'a amené à proposer le terme de nœud. C'est-à-dire qu'il y a un nœud dont ils m'ont parlé pendant la conversation clinique qui était du côté du citystade, du foyer, de l'amphithéâtre, voilà, ceux qui, on va dire, étaient plutôt attendus par les adultes, parce que ce sont des lieux mis à disposition par les adultes. Et il y a un autre nœud que j'ai découvert dans la superposition avec tout leur tracé, qui se trouve plutôt au milieu d'une cour, en fait, entre la cantine, le CDI et l'internat. Et ce nœud était pas du tout abordé. Et donc, je parle de nœud dans le sens où c'est vraiment un point de liaison entre tous les réseaux des trajets adolescents, où dans cette complexité va pouvoir émerger la rencontre, on va pouvoir tisser des nouveaux liens. C'est aussi autour de ces nœuds que je m'aperçois qu'il y a des détours, des arrêts, des estivages, des remises en arrière, on va accélérer le pas, etc. Je m'aperçois que les traits sur les dessins se reviennent plusieurs fois à faire plusieurs cercles. La deuxième chose dont je m'aperçois aussi, c'est un espèce de jeu de mouvement. J-E-U et J-E, parce que les deux se superposent en fait. Je vais raconter juste une anecdote. Il y a par exemple, lors de la conversation clinique, d'une séance, des adolescents s'amusaient à me narrer qu'ils menaient un assistant d'éducation par le bout du nez. Voilà, ils étaient à proximité d'un endroit où ils ne devaient pas être, qui est pas forcément interdit, mais voilà, c'est plutôt déconseillé d'y rester, en tout cas d'y stationner. Et donc ils ont vraiment toute une stratégie, c'est-à-dire qu'ils y vont chacun leur tour, ils y vont deux par deux, parfois ils se donnent rendez-vous à telle heure, donc ils ont chronométré leur montre comme dans les films, et ils voient toujours le même assistant d'éducation arriver. Et dès qu'ils le voient arriver, ils partent à pleine vitesse. Ils partent pas en groupe, hein. Chacun s'en va. Justement, ils profitent des lieux institués par les adultes parce que le foyer, par exemple, ils savent qu'il y a une masse d'élèves importante, donc ils vont se noyer dans cette masse, se disperser et repartir chacun dans son coin. Ils vont aussi se profiter de cette masse pour camper et disparaître de la vue des adultes. Il y en a aussi qui vont aller vers l'adulte et qui vont lui passer devant pendant que l'adulte est en train de poursuivre ceux qui sont en train de lui filer entre les doigts. Donc ils sont clairement en train de jouer de lui en fait. Et ce que j'ai découvert dans ce jeu de mouvement, c'est que par exemple les lieux qui sont institués par les adultes, par exemple le citystade, le foyer pour le reprendre, ce sont simplement des bases arrières en fait. C'est là d'où peuvent se déplier tous leurs trajets adolescents, et c'est ce qui vraiment leur permet de développer une subjectivation, parce que c'est rapporté au terme de recherche, c'est ce qui va permettre à la subjectivation de l'adolescence de se complexifier, de se mettre en réseau en fait avec d'autres. Et je m'aperçois que c'est dans ces jeux de mouvement, dans ce geste cartographique quand j'observe les dessins, que l'adolescence se développe dans un lien avec l'autre, et dans ce paradoxe où on va se décoller de plus en plus des adultes, on va se séparer d'eux, mais en même temps on est avec eux. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est par exemple des élèves des adolescents qui ont la possibilité de vagabonder partout dans l'établissement parce qu'ils sont en filière professionnelle, donc ils peuvent aller sur le site d'exploitation, ils peuvent sortir, etc. Ont un très faible décollement, c'est-à-dire que dans leurs dessins, je m'aperçois qu'ils sont tout le temps collés au niveau des adultes, alors qu'ils ont la possibilité d'aller ailleurs. Et au contraire, des adolescents qui sont en filière générale, qui sont normalement plutôt dans les bâtiments administratifs, bâtiments de cours, et qui n'ont rien à faire dans les champs d'exploitation, au contraire se baladent dans les champs d'exploitation. Et ce qui m'a amené dans un deuxième point à m'apercevoir que les expériences spatiales de ces adolescents se posent moins en fonction de l'interdit qui est posé par l'adulte, en disant vous n'avez pas le droit d'aller à tel endroit, etc.
etc. C'est pas du tout dans ce rapport binaire qu'ils sont. Eux, ils sont vraiment dans un rapport plus horizontal, plus rhizomatique, à savoir, je veux voyager, donc je vais tenter, je vais découvrir, je vais explorer, et c'est vraiment ça que j'ai découvert derrière, en fait, grâce aux cartes et à la parole. Parce que si on se fie qu'à la parole, effectivement, ils ont un rapport, on les entend, ils sont vraiment, bah oui, on ne peut pas y aller parce que on a les surveillants aux fesses, on nous interdit ça, on sait qu'on va être exclu. Mais il y a un truc qui m'a fait, qui m'a vraiment interrogé une fois dans une séance. Ça a été un adolescent qui m'a dit, mais monsieur, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire que on a le droit de se balader partout. Donc, je me balade partout. Mais quand je fais une connerie, on m'exclut de l'établissement pendant 3 jours. Et je dis, comment ça? Je lui dis, comment tu le vis? Il me dit, mais c'est complètement absurde. Il dit, parce que je voyage dans l'établissement, alors on m'éloigne encore plus de l'établissement. Et j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant ce paradoxe où les adolescents ont envie d'explorer et d'aller voir ailleurs, et on leur dit, bah oui, mais non, mais au bout d'un moment, bah tu ne peux pas, donc tu vas aller faire ça chez toi, en fait. On t'éloigne encore plus. Et l'adolescent me dit, mais c'est complètement con, en fait. Et voilà. Et de là, en fait, je me suis dit, c'est une vraie question. Est-ce que je la retrouve dans les dessins? Et effectivement, je la retrouve. Je m'aperçois qu'ils vont bien au-delà de l'établissement scolaire. Alors, est-ce qu'on peut parler de fugue? Je ne sais pas, parce qu'ils ne raisonnent pas en termes d'interdit. Ils vont autour des champs d'exploitation. Ils vont pas forcément dans le champ d'exploitation. Ils se baladent un peu partout. Et il le dessine, en fait. Ce qu'il dessine, c'est vraiment des tracés. Vous avez des nœuds, vous avez des petits cercles parfois. Je m'aperçois que dans les dessins, que les trajets qui sont faits à la demande des adultes, parfois superposent les trajets qui sont faits pour soi, et parfois pas du tout. C'est-à-dire que vous avez des espèces de cercles, par exemple autour du City Stade, vous avez un trajet qui est fait à la demande des adultes, qui est celui du cours de sport. Donc les adolescents courent en EPS, etc. Mais par contre, le tracé adolescent, on va s'apercevoir qu'il va juste traverser le City Stade. Et quand je pose la question, mais pourquoi vous ne vous arrêtez pas? Il me dit, bah, parce que c'est le lieu des adultes. Il me dit, j'ai rien à faire là, quoi. Il dit, moi, c'est plus loin que ça m'intéresse. C'est dans la forêt, c'est dans le terrain vague qui est à côté, c'est dans c'est dans tous ces endroits-là de l'espace scolaire. D'accord. Très bien. C'est ta 5e année de thèse sur 6. C'est ça. C'est ça. Donc, quels sont les plans pour la suite, une fois que la soutenance sera passée? Est-ce que ça va changer tes missions? Est-ce que toi, de ce fait, tu souhaites exercer autrement? J'essaie en tout cas de faire en sorte d'exercer mon métier de CPE bien autrement que ce que je n'ai pu débuter. Justement grâce à la thèse, de témoigner de ce que j'observe sur mon terrain en prenant tout le recul qu'un chercheur en clinique doit avoir. Si je dois me tourner vers maître de conférence, j'irai. Si je dois être CPE tout en gardant des TD, en continuant une recherche à côté, pourquoi pas. Faire du consulting, c'est pas à mon pied, mais pourquoi pas non plus. Enfin voilà, je me ferme aucune porte. Travailler pour des missions flash, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi des missions demandées par le ministère qui demandent à des chercheurs de s'intéresser à l'architecture scolaire, aux espaces de jeu des élèves. Enfin voilà. Et pourquoi pas faire ça aussi. Enfin. Je me ferme aucune porte, en fait. On va dire qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent pourquoi une thèse. Je leur dis pourquoi pas, en fait. Tout simplement que certes, c'est un sacrifice personnel et c'est aussi un sacrifice qu'on impose à son entourage, clairement, à premier lieu son conjoint ou sa conjointe, mais ça ne vous ferme aucune porte derrière, ça ne peut que vous en ouvrir. Après, voilà, tout dépend un peu des opportunités qui s'offrent à vous derrière. Bien sûr. Voilà. Alors, par contre, parenthèse, qu'on soit clair, je fais pas la thèse du tout, ni pour les horaires, ni pour le salaire, parce que être payé 1 900 € ou 2 000 € pendant 15 ans, c'est pas du tout ce qui est recherché, ni comme fonctionnaire, ni comme post-doctorant. Donc voilà, je le fais vraiment, c'est pour une cause qui m'est bien supérieure à moi. Ben justement, alors si tu devais donner des conseils aux étudiants qui hésitent à se lancer dans la thèse,
Donc tu leur dirais premièrement voilà de choisir quelque chose qui leur plaît, je pense ça en découle de ce que tu viens de dire, mais voilà, parfois il manque la motivation chez ces étudiants-là qui nous écoutent probablement. Voilà, qu'est-ce que tu peux leur dire justement pour essayer de les aider à sauter le pas? La première, je pense que oui, il faut qu'ils aillent sur des sujets qui les intéressent. En fait, ce qui fait la particularité d'un chercheur en sciences humaines et de surcroît en clinique en sciences de l'éducation, c'est qu'on passe très vite de l'intuition à un objet de recherche, à un objet scientifique, ce qui nécessite un temps de réflexion quand même assez long. Donc il faut accepter du temps en fait, tout simplement. Il faut accepter de se prendre des murs, il faut accepter de refaire des pas en arrière, de faire des pas de côté. Donc avant de se lancer dans la thèse, faut se dire que on va en chier, on va en baver, mais il faut être fort dans sa tête. Et moi moi par exemple, pour être fort dans ma tête, je sais que j'essaie vraiment de trouver un équilibre dans ma vie personnelle, dans ma vie sociale. J'essaie aussi de garder un rythme de vie assez important. Je me lève régulièrement très tôt, je me couche très tard, je fais 8 à 10 heures de sport par semaine. Enfin voilà, je lis à côté. Il faut savoir aussi souffler à certains moments. Il y a des moments aussi où on pleure, où on culpabilise. Voilà, moi quand je suis en week-end dans ma belle famille, parfois je culpabilise de pas travailler sur ma thèse. Donc on me voit en train de lire un livre sur le chemin du retour pendant que ma conjointe conduit ma voiture. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais en fait, il faut se dire les choses quand on débute une thèse. Il faut savoir de quel sujet on veut parler. Il faut en parler avec son entourage de ce dans quoi on se lance. Il faut en parler avec sa direction de thèse. Il faut avoir confiance en sa direction de thèse surtout. Moi, j'ai la chance vraiment d'avoir Dominique Méloni, c'est ma directrice de thèse maintenant depuis 5 ans. Elle a été aussi ma directrice de mémoire. Je l'ai rencontrée quand j'étais en licence. Donc voilà, c'est des relations. Enfin, faut se dire qu'une direction de thèse, c'est pas un ange qui descend du ciel. Enfin, c'est généralement une relation que vous avez nouée avec un professeur depuis des années. Et quand vous arrivez en fin de thèse, vous avez une relation de 8, 10 ans, 12 ans parfois. Donc, parfois, vous avez une relation plus longue avec votre directeur de thèse qu'avec votre propre conjointe, quoi. Donc, faut quand même se dire que c'est une autre famille, quoi. Et faut en prendre soin. Faut essayer de parler, en fait. Faut poser les choses. Et je pense que le meilleur conseil, c'est que si on a envie de se lancer dans une thèse, faut en parler et il faut écrire son idée, son intuition, écrire ses questions, voir ce qui a été produit, voir ce qui se passe autour de nous, lire, prendre des notes, voilà, écrire, revenir. Il y a que par l'écrit de toute façon hein, qu'on avance. Très bien. Merci Marco pour ces conseils. On va revenir de ce fait un petit peu plus sur ton parcours avant le doctorat. Donc, tu as été étudiant à l'UPJV, tu as eu des engagements, mais avant de revenir là-dessus, est-ce que tu peux nous parler plus simplement du parcours des études que tu as suivi lorsque tu étais étudiant? Alors, quand j'étais étudiant, j'ai d'abord débuté par une fac d'histoire à l'université. Donc, je suis allé aux 3 ans. J'ai pas obtenu cette licence, donc je suis reparti en 2e année de sciences de l'éducation. Tout simplement parce que je ne trouvais pas ma place, en fait. Faut quand même savoir que mon sujet de thèse résonne énormément avec mon parcours de vie, dans le sens où je trouve pas ma place. Je sais où j'habite, hein, je fréquente l'architecture, je sais me repérer, je sais où je me situe, mais c'est presque existentiel, c'est-à-dire que d'un point de vue projectif, je me suis toujours demandé qu'est-ce que je foutais là, quoi. Et donc après la licence sciences de l'éducation, je suis parti en master CPE. J'ai passé le concours donc de la fonction publique d'État et j'ai enchaîné tout de suite dans une thèse. Tu as eu également pas mal d'engagements associatifs. Oui. Si je puis dire, c'est peut-être pas le bon terme. Syndicaux peut-être. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où t'es venu tout ça et puis quelle place ça a occupé pendant tes études?
Là aussi, ça résonne avec on va dire avec mon passé, presque avec mon enfance, dans le sens où mon engagement découle très clairement de mes parents, enfin de mon milieu familial, où j'avais un père qui, comme mon nom de famille l'indique, est italien. Donc il est arrivé en France, il ne parlait pas la langue, il a dû s'intégrer, etc. Donc cette histoire de trouver sa place, de voyage, je trouve aussi une résonance là-dedans. Et lui était très impliqué syndicalement en France, et d'une mère qui était plutôt du côté universitaire, dans l'administration universitaire, et qui m'a poussé très vite à lire, qui m'a rencardé en fait avec tous les grands penseurs français, ce qu'on appelle les structuralistes, Michel Foucault, Althusser, Hannah Arendt, Lacan, etc. Et donc je baignais un peu là-dedans, dans cette espèce de famille un peu à la pensée révolutionnaire, clairement, puisque on avait d'un côté une mère un peu du côté de Rosa Luxembourg et un père plutôt trotskiste, voilà. Donc c'était plutôt là-dedans, mais jamais encarté dans un parti politique. Ça a toujours été un engagement, j'ai presque envie de dire, syndicaliste, associatif, humaniste, ou comment ? En fait, je suis pas du tout croyant, mais je trouve que y a presque une relation spirituelle dans l'engagement qu'on a aux autres, dans le sens où j'arrive à m'épanouir en apportant ce que les autres n'ont pas, en fait, en essayant de les aider. Et donc je me suis engagé assez simplement à la fac, en fait, quand je suis arrivé. 3 mois après ma rentrée en fac d'histoire, je suis rentré dans le syndicat UNEF, classé à gauche, donc à l'époque. Et donc je me suis retrouvé élu à la commission de la formation et de la vie universitaire, puis je me suis retrouvé au conseil d'administration de l'université quand Mohamed Ben Lassen a commencé son premier mandat de président. J'ai été élu au conseil de gestion de l'UFR d'histoire-géographie, j'ai fait l'école doctorale aussi, j'ai fait à peu près toutes les commissions qu'on peut y avoir, commission des finances, commission des statuts, enfin voilà, commission FSDIE. Je crois que la seule chose que je n'ai pas fait, c'est le conseil laboratoire et le conseil scientifique. D'accord. Voilà, parce que j'ai même été délégué à la santé étudiante une fois de 2017 à 2019 auprès du premier vice-président de la CVU, Christophe Bidan. Donc j'ai même été intégré dans une équipe présidentielle. Voilà, donc j'ai vraiment un parcours très long, et pour moi ça a toujours été normal de s'impliquer dans la vie universitaire. Enfin, je veux dire, si c'est pas maintenant qu'on le fait, c'est pas plus tard. Je veux dire, c'est à l'université qu'on a encore peut-être un des derniers bastions en France où l'esprit critique est pas trop attaqué, où on peut dire des choses de manière argumentée et constructive sans se faire arrêter ou censurer, comme aux États-Unis actuellement. Donc voilà, c'était assez naturel en fait. Ça n'a choqué personne que je m'engage là-dedans. Voilà. Est-ce que toute cette implication, ça t'a dirigé vers le métier de CPE finalement, ou bien tu savais déjà avant tout ça que c'est ce que tu ferais par la suite? Non, le métier de CPE m'est vraiment tombé dessus, hein, vraiment par hasard, parce qu'à la base de la base, je voulais être un simple professeur. Alors, soit du côté de sciences économiques et sociales, soit professeur d'histoire. Et en fait, à la fin de la licence d'histoire, je me suis dit, mais voilà, tu sais toujours pas ce que tu fous là, mais il y a d'abord une question existentielle, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et donc, je suis parti en licence sciences de l'éducation parce que pour moi, c'était vraiment un carrefour entre l'histoire, la sociologie, la philo, la psycho. J'avais toujours un peu baigné dedans, en fait, que ce soit par ma famille, par mes engagements. Même déjà en histoire, on me reprochait que je m'éloignais de l'histoire et que j'étais beaucoup trop ouvert sur la sociologie et la philo. Donc je suis parti en sciences de l'éducation, et là, à la fin de la licence, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc je suis parti vers le métier de CPE. Parce que le métier de CPE, en fait, c'est vraiment au carrefour entre l'éducatif, qui est un sujet qui m'intéresse depuis tout petit,
Le droit, j'avoue que j'ai une très grande appétence pour le droit administratif et le droit public, et tout ce qui va toucher à la psychologie de l'adolescence, à la protection de l'enfance, voilà. Donc il y avait vraiment cette possibilité de conjuguer tout ça, et en même temps le CPE, il est dans un établissement scolaire au carrefour de tout le monde. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans l'équipe pédagogique et dans l'équipe de direction. Il est chef de son service de vie scolaire, donc il est autonome, mais il est aussi conseiller technique du chef d'établissement. Donc voilà, et on en revient toujours à la même question, c'est-à-dire que je sais où je me situe dans la polyvalence, dans le carrefour, mais au final, je sais toujours pas où je vais et ce que je fais en fait. Donc cette espèce de polyvalence perpétuelle dans laquelle je me trouve, ça se retrouve partout dans ma vie en fait. Donc il y a une métaphore, il y a Alberto Giacometti qui a fait ce qu'il appelle l'homme qui marche. Alors il en a fait 3, ce sont des sculptures, et l'homme qui marche notamment, on le voit, il est ancré au sol. Il touche au sol, donc on voit son ancrage du lieu, et pour autant on sait pas vers où il se dirige. Voilà, donc il y a cette espèce toujours de métaphore de l'homme qui marche. Je marche parce que je dois le faire, parce que c'est la vie, voilà. Donc j'ai enchaîné le master sciences de l'éducation, j'ai milité parce que je pensais que c'était bien de le faire. Après, maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Ça, je ne sais pas du tout. Où est-ce que je vais? Je ne sais pas du tout. Donc, voilà, il y a un peu ces questions-là qui reviennent assez souvent dans le cadre de ma thèse. On va en arriver à la fin de notre podcast. Donc, je vais te demander tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et est-ce que tu as un message pour conclure ce podcast en beauté? La première, c'est peut-être de s'intéresser davantage au lycée agricole public. La deuxième, je sais pas, moi, ce serait peut-être de financer la recherche publique et les universités déjà. Et la troisième, c'est de me souhaiter une bonne soutenance, puisque l'organisation s'apparente davantage à un espèce de mariage, parce qu'il faut trouver une salle, des financements, il faut trouver un jury qui ressemble à des témoins, ou à un curé, je ne sais pas, il faut trouver un public. Donc c'est plus angoissant d'organiser une soutenance de thèse qu'un mariage, je crois. Donc ouais, me souhaiter une bonne soutenance à l'issue de cette thèse. D'accord. Eh ben c'est parfait. Merci. Eh ben merci Marco pour ce témoignage, et merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode, et on se retrouve prochainement pour un nouvel échange. Merci beaucoup.